Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du NZXT Kraken Z73, un water cooling ultra haut de gamme avec un écran et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite après l'intro, c'est parti. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue sur Azertech Hardware FR, une chaîne qui se concentre autour du monde du hardware. Et ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Aujourd'hui on va parler justement de ce fameux water cooling de chez NZXT dont on parle depuis si longtemps et que j'ai jamais pu tester avant aujourd'hui. Donc on est là pour élucider un maximum de mystères. Est-ce qu'il est vraiment bruyant comme on le dit? Est-ce qu'au niveau performance c'est plutôt pas mal ou pas? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. D'ailleurs je vous propose que celle-ci s'organise de cette façon. D'abord on va faire un petit peu le tour de l'unboxing, on poursuivra avec le design et puis après on enchaînera avec les spécifications techniques qu'il annonce. Alors les protocoles de test et les résultats en conditions classiques. Après on va voir les protocoles de test et les tests normalisés, donc avec des ventilateurs qui seront de la même référence pour tous les water cooling qui seront présents dans ce classement. Et après on finira avec le protocole et les tests de nuisance sonore pour voir si la bête est plutôt bruyante ou pas du tout. Puis bien entendu on finira par une petite conclusion, mais ça je pense que vous deviez vous en douter. Donc au niveau de l'unboxing, comment ça se passe? Boîte très sobre et très efficace comme on a l'habitude de voir chez NZXT, dans des teintes violettes que j'apprécie particulièrement. D'ailleurs c'est aussi une des raisons de pourquoi j'aime bien NZXT, c'est que je trouve que les boîtes sont très belles avec du violet parfait quoi. Petit violet que j'adore. Après en vérité on juge pas une marque aux couleurs qu'elle choisit, donc je serai intransigeant sur ce produit, mais les boîtes restent belles. Après, quand on ouvre un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'on a? Bon, on tombe nez à nez avec la bête, alors on voit pas grand chose de plus que dans les autres emballages de water cooling. Bon, là, l'avantage c'est qu'on a déjà les kits de montage pour le LGA 1700 et le AM5. Et puis du coup, on va retrouver 3 ventilateurs étant donné qu'on est sur une version 360 mm, donc 3 ventilateurs 220 mm. On va retrouver le radiateur et la pompe ainsi que les kits de montage. On n'aura pas de pâte thermique ajoutée, donc voilà, elle est préappliquée directement dessous. Et aucune autre pâte thermique n'est fournie. Hein. Comme d'habitude, les fabricants, c'est des radins. Le water cooling, tu le monteras une fois dans toute ta vie, donc autant te dire qu'il vaut mieux qu'il n'y ait ou pas de problème, ou alors que tu le démontes pas 12 fois. Hein, parce que là, c'est vite limité. À croire que la pâte thermique, c'est devenu une denrée rare. Bref. Donc c'est un petit peu dommage. Après, niveau câblage, vous avez énormément de câbles à brancher dans tous les coins. Étant donné que pour faire fonctionner l'écosystème de NZXT, comme d'habitude, il y a énormément de fils dans tous les coins. Comment vous dire que pour le câble management, c'est juste un calvaire. Et encore, j'étais sur table de bench. J'ai même pas essayé de faire un truc très propre, mais ça m'a déjà saoulé. Alors je me dis que dans un boîtier, franchement, il y a des mecs qui doivent se tirer des balles avec des water cooling NZXT. Bref, on verra ça le jour où je devrai en monter un dans un PC. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais pour ceux qui l'achèteront, bon courage les loulous. Hein, parce que là... Et puis après, du coup, vous avez toujours un petit peu beaucoup de visserie. Et pas la visserie pour faire un push-pull éventuellement pour ceux qui veulent. Je dis ça parce que l'abonné qui l'a acheté veut faire un push-pull dessus. D'ailleurs, et au final, il peut pas le faire. Donc il a dû racheter des vis en plus pour pouvoir le faire. Parce qu'il n'y a pas la visserie fournie. D'ailleurs, très peu de marques fournissent d'ailleurs les vis pour faire un push-pull. Donc je me dis que c'est pas vraiment un vrai défaut à reprocher. Et c'est à peu près tout justement pour tout ce qui est unboxing. Maintenant, si on doit parler un petit peu du design, qu'est-ce qu'on va dire dessus? Du coup, vous allez retrouver 3 ventilateurs comme celui-ci. Voilà, donc comme vous pouvez voir, les pales sont assez imposantes, sans pour autant être vraiment énormes. On va voir le bec, le bout de la pale est légèrement relevé pour casser un peu la turbulence. Mais c'est pas pour autant que c'est très silencieux, mais on y reviendra un petit peu après. Donc vous avez 3 ventilateurs comme ça, et après on va retrouver un radiateur, tout ce qu'il y a de plus normal, qui va être d'ailleurs estampillé, je crois que ça se dit, du logo de la marque. Reprenez-moi si jamais ça se dit pas, mais il me semble que ça se dit. En gros, vous avez le logo de la marque en relief dans le radiateur. C'est plutôt joli à regarder, même si ça reste très sobre, et que je préfère un petit peu le logo justement du LT720 de chez Deepcool qui était un peu plus joli, un peu plus tape à l'œil, tu vois. Là, c'est plutôt discret, mais ça reste toujours joli à regarder, c'est toujours pas mal. Au niveau du design, on a des tubes de 400 mm, donc ça vous fait 40 cm qui sont anormalement trop souples. Voilà, moi j'aime pas les tubes trop souples. Et vraiment là, c'est tellement souple que tu n'arrives même pas à faire tenir le radiateur tout seul debout. Autant te dire que pour faire des belles images, c'était vraiment le top du top. Du coup, j'ai dû mettre les petites attaches du Fantech Glacier One, donc je doute que chez vous, vous en avez un.
Si jamais vous arrivez à gratter les attaches d'un Glacier One ou éventuellement vous en trouvez sur AliExpress ou je sais pas, ça peut être plutôt sympa en termes d'esthétique parce que déjà ça vous permettra d'avoir vraiment des tubes qui seront parallèles tout au long de leur courbe, tu vois. Ce sera nettement plus joli. Et puis moi je trouve que ça apporte un peu plus de rigidité au tube et c'est un peu plus plaisant quoi. Genre quand vous faites du montage un petit peu, je trouve que c'est un peu plus plaisant. Bref, en tout cas je trouve que les tubes sont très souples, donc il y en a qui vont aimer parce que pour le montage ce sera peut-être un peu moins relou. Mais basiquement, si vous êtes sur table de bench, ça peut poser un inconvénient suivant comment est mis le radiateur, qui concerne très peu de monde, encore une fois. Maintenant, pour poursuivre un petit peu sur le design, du coup, on va retrouver cet écran qui fait un petit peu tout le côté fabuleux de ce water cooling. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez sur l'écran, quoi. Vous pouvez mettre la température, la fréquence du pros, vous pouvez mettre celle de la carte graphique, la température du liquide, vous pouvez faire des animations, vous pouvez mettre des gifs. Votre seule limite, c'est un petit peu votre imagination ici. Même si je trouve que c'est vraiment un très gros gadget, on va pas se mentir, ça sert vraiment à rien. Je trouve que côté esthétique, ça rajoute pas grand chose aux configurations. Et personnellement, les écrans au milieu des water cooling, ça a jamais été un truc qui m'a attiré plus que ça. Après, je comprends un petit peu ce que ça peut provoquer chez certains, tu vois, c'est un peu fun, mais moi je serais pas là à mettre 100 € de plus dans mon water cooling pour avoir un écran sur la pompe. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent, moi je trouve que c'est un très gros gadget quand même, et que ça impose quand même pas mal de contraintes au niveau du câble management, encore une fois, avec tous les câbles qu'il y a. Cela dit, la version Kraken en X a autant de fils, alors que basiquement, il n'y a pas d'écran. Tu vois ce que je veux dire? Donc, niveau contrainte, NZXT, en fait, c'est plutôt eux qui vous imposent un câble management un peu relou, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Au niveau de la pompe, elle va pouvoir être cadencée jusqu'à 2800 RPM. Alors, ça commence à une pompe qui tourne pas mal. Le petit défaut d'ailleurs de la pompe, c'est qu'elle va être particulièrement bruyante. Et bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais honnêtement, vous l'entendez bien tourner. Après, en ce qui concerne les ventilateurs, parce que basiquement, c'est ce qui nous intéresse le plus en général, on va retrouver 3 ventilateurs de 120 mm, comme je vous disais. Et du coup, au niveau de leur performance, on se retrouve ici sur des ventilateurs qui sont capables de provoquer un débit de 73,11 CFM et avec une pression statique de 2,93 mmH2O. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de leur vitesse, ils vont être cadencés jusqu'à 2000 RPM. C'est aussi une fréquence de rotation qui est déjà plutôt élevée, même si c'est pas le pire du pire qu'on a pu voir. Pour leur conception ici, c'est les fameux ventilateurs qu'on a l'habitude de voir chez NZXT, avec un petit peu cette forme d'entonnoir sur le dessus qui va leur permettre d'apporter un peu plus facilement de l'air. Et puis sinon, on a toujours cette conception en 7 pales particulièrement plate. Donc il n'y a pas grand chose à dire de plus, à part qu'ils sont 1 mm plus épais que des ventilateurs classiques. Ça peut être éventuellement important de le préciser, puisqu'on est ici sur 26 mm d'épaisseur, alors que d'habitude on est sur 25 pour les ventilateurs. Ça peut être important de le préciser si jamais vous voulez changer les ventilateurs du water cooling. Bah, sachez que vous aurez normalement, en théorie, 1 mm de vide sur les vis. Ça me paraît à peu près tout du coup pour les spécifications techniques. Après, pour ceux qui veulent savoir plus de choses, et bah, c'est un radiateur de 360 mm, mais ça on l'a déjà dit. Et puis les tubes, ils font toujours 40 cm depuis tout à l'heure, ça va pas bouger. Maintenant, ça va être l'heure de partir sur les protocoles de test. Alors le protocole de test, c'est comme d'habitude à peu près. Donc on va retrouver ici un i7 11700K placé sur une Z590 Unify de chez MSI. Et puis après, on va voir 16 Go de RAM en 3600 MHz CAS 18 de chez G-Skill avec le modèle Ribio. Le i7, il va être overclocké sur différents paliers pour obtenir 125 watts de chauffe, 200 watts de chauffe et 280 watts de chauffe. Donc on va essayer de vraiment mettre le water cooling en PLS pour voir un petit peu ce qu'il est capable de donner même dans les pires conditions possibles. Et puis après au niveau du reste de la plateforme de test, je vous invite à aller voir dans la description parce que vous saurez basiquement toutes les informations que vous aurez besoin. Le petit truc, c'est que le petit truc qui peut être important ici, c'est que la pâte thermique que j'ai utilisée, c'est la Arctic MX4 comme d'habitude. Et je fais 5 points sur mon processeur. Et je laisse la pression justement de mon refroidissement faire le reste avec les vis. En général, ça étale largement suffisamment bien. Et puis ça évite justement d'avoir cette fluctuation de température par rapport à quand vous l'étalez à la spatule. Parce que quand on avait fait les tests de pâte thermique, je m'étais rendu compte que franchement, d'une fois à l'autre, vous pouvez quasiment perdre ou gagner 2 degrés si vous avez bien étalé à la spatule ou mal étalé à la spatule. Alors ça pourrait vraiment avoir une grosse influence sur les tests. Alors que quand on fait justement ces petits points-là, et bah ça permet d'avoir un truc un peu plus linéaire entre toutes les pâtes thermiques et entre tous les refroidissements. Il me semblait que c'était plutôt important aussi de faire ces changements-là, mais j'y ai fait déjà depuis quelques tests. Alors au niveau des tests, du coup, on a essayé sur 10 minutes d'OCCT. Alors on a différents réglages d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans la description qui vont permettre d'avoir du coup différents niveaux de chauffe, comme je vous disais. La température du processeur va être relevée, elle, avec HW Info 64.
Et puis du coup, bah, je vais prendre la température maximum atteinte sur ces 10 minutes. Cette température, d'ailleurs, je vais lui enlever la température de la pièce. Alors pour la température de la pièce, je prends la température avant et après chaque test. J'en fais une moyenne et je soustrais cette température à la température relevée sur HW-Info 64 en ce qui concerne le processeur. Par exemple, admettons que ma pièce est à 24 degrés et que mon processeur monte à 80 degrés. Je vais lui enlever les 24 degrés de moyenne de ma pièce et du coup, ça va nous donner 56 degrés. Et du coup, là, vous verrez sur le graphique 56 degrés. Comme ça, vous comprenez un petit peu mieux comment ça se passe. En ce qui concerne les vitesses, la pompe est fixée à 100% pour tous les tests. Et puis par contre, la vitesse des ventilateurs va elle être mise ou à 50% ou à 100% pour avoir deux tests différents. Sur ce, je vous propose de regarder les graphiques et puis on poursuivra avec les tests normalisés. En ce qui concerne les tests normalisés, on va vraiment avoir exactement le même protocole qu'avant, mais par contre là on va remplacer du coup les ventilateurs de base qui sont les NZXT par des Arctic P12 classiques. Alors c'est pas les P12 Max parce qu'ils viennent de sortir, maintenant on va plus falloir confondre. C'est les P12 classiques qui vont être cadencés jusqu'à 1700 RPM au maximum. Donc voilà, et on remplace tous les ventilateurs par ceux-là et du coup ça va nous permettre de comparer ce water cooling à tous les autres water cooling 360 mm qu'on a eu sous la main. Et ça permet justement de voir si les ventilateurs ici ont un gros impact ou si la base en elle-même est déjà plutôt intéressante et qu'elle permet déjà d'avoir pas mal de performance. Sur ce, je vous propose de regarder les graphiques et puis on en reparle juste après. Donc maintenant, le petit défaut où il va falloir attaquer, c'est les nuisances sonores. Et là, du coup, pour les nuisances sonores, comment ça se passe? Je prends une fois les nuisances sonores à 50% de la vitesse des ventilateurs et une fois la nuisance sonore à 100% de la vitesse des ventilateurs. La pompe, je la fais varier également à 50% et 100% pour la prise de son, même si basiquement, c'est pas elle qu'on entend le plus. Même si là, je pense qu'elle a eu quand même son importance dans la nuisance sonore parce que quand même, on l'entend pas mal, même à 50%. Et puis du coup, je place mon sonomètre à 20 cm entre le radiateur et la pompe pour avoir à peu près la moyenne des deux, même si on sait tous que le plus bruyant, ça va être les ventilateurs en général. Et du coup, je laisse mon sonomètre pendant 1 minute et je prends la nuisance sonore minimum atteint pendant justement cette minute, parce que le seul bruit constant de toute ma pièce, ça va être justement ces ventilateurs et surtout tout mon kit de water cooling. Et ça permet justement d'avoir uniquement son bruit lui et pas toutes les fluctuations de tous les bruits de la pièce. Sur ce, je vous propose de regarder les graphiques et puis on attaquera la conclusion directement après. Bon, je pense que les graphiques ont parlé d'eux-mêmes, hein. On se rend vite compte que ce water cooling est particulièrement bruyant. Alors même s'il a des plutôt bonnes performances, malheureusement, le gros inconvénient qu'on va voir derrière tout ça, c'est le bruit. C'est un peu dommage, même si basiquement on est quand même dans des tarifs vraiment dans le ultra haut de gamme, quoi. Là, on a vraiment un water cooling qui est entre 200 et 300 € la plupart du temps. Ça commence à faire un sacré budget à investir dans un water cooling. Donc on s'attendait forcément à des performances totalement respectables. Là, les performances sont plutôt bonnes dans la globalité. Malheureusement, on va voir un water cooling qui est plutôt bruyant. Alors oui, on avait vu pas mal de vidéos à l'époque, comme je pense à Top Achat par exemple, qui disait qu'il était inaudible dans la plupart des modes. Franchement, même à 50%, il est basiquement beaucoup plus bruyant que la moyenne des autres water cooling. Donc c'est vraiment dommage, quoi. Je sais même pas pourquoi il est aussi bruyant à 50%, parce que les ventilateurs tournent pas très vite. Alors peut-être que la pompe a un gros impact ici, mais vraiment, il est très bruyant, même à 50% de sa vitesse. C'est plutôt dommage d'ailleurs. Et puis à pleine vitesse, il est à peu près
un peu moins bruyant que le Fantech Glacier One, mais il reste quand même plutôt bruyant, quoi. Donc si j'ai des conseils à vous donner, bah basiquement, peut-être remplacer les ventilateurs, ça peut être plutôt pas mal. Et puis sinon, bah je sais pas, on va dire que le kit est bruyant dans sa globalité, donc même si vous changez les ventilateurs, vous aurez toujours cette pompe qui fait monstrueusement du bruit et c'est un petit peu dommage. Sinon, en tout cas, en termes de design, je trouve que c'est plutôt réussi. Après, les ventilateurs restent sobres, donc moi, ça me dérange pas spécialement. Je sais qu'il y en a qui sont fans de RGB, donc ils vont vouloir partir sur la version avec le RGB, qui coûte vraiment très cher parce que là, vous atteignez quasiment les 300 € de budget. À vous de voir, mais bon, quitte à remplacer les ventilateurs, pourquoi pas partir sur des ventilateurs d'une autre marque, pourquoi pas des P12 adressables RGB qui sont relativement accessibles, ça peut être plutôt pas mal, ou des Lightwings qui sont connus pour être particulièrement silencieux et qu'on a déjà testé sur la chaîne. Voilà, moi je suis pas là pour faire de la pub, mais je pense que ça peut être des bonnes options éventuellement pour remplacer les ventilateurs. Après en ce qui concerne l'écran, encore une fois je trouve que c'est principalement du gadget, parce que pour moi ça n'a pas vraiment d'utilité. Une source de vanité là, hein, pour parler bien, franchement je vois pas ce que ça rajoute en plus. Et pour finir cette vidéo, je tiens à faire une petite précision sur un truc. Alors je vais pas vous faire un tuto sur le logiciel parce que je l'ai clairement pas exploré de fond en comble et je me suis pas intéressé plus que ça. Mais en tout cas, j'ai vu très rapidement que le logiciel était plutôt intéressant parce que vous pouvez vraiment gérer la vitesse de vos ventilateurs par rapport à énormément de choses, que ce soit la température de la carte graphique, la température de la carte mère, la température de votre processeur ou même du liquide. Et ça vous permet de faire pas mal de choses. Moi, ce qui m'intéresse le plus, basiquement, sur une configuration de travail, parce que basiquement, c'est ce qui va être le plus intéressant là, c'est de régler la vitesse des ventilateurs par rapport à la température du liquide. Vous pouvez faire monter crescendo, mais plutôt lentement, tu vois, la vitesse de tes ventilateurs, pour que petit à petit, ils tournent de plus en plus vite, mais tu t'en rendras moins compte que s'ils font des gros pics tout le temps, ce sera un peu mieux. Alors le petit défaut d'ailleurs de ce système, parce que je l'avais déjà sur mon Fractal Design, c'est que si vous faites des gros turbos d'un coup avec un processeur qui chauffe énormément, mais il va monter à 100 degrés instantanément, et en cas d'overclocking, ça va complètement ruiner votre overclocking parce qu'il sera instable. Moi, j'avais ce problème sur le i7 10700K d'ailleurs, quand il est overclocké à 5 GHz. En temps normal, c'était plutôt bien parce qu'il arrivait vraiment à être plutôt bien refroidi. Et dès qu'il tapait vraiment un turbo à 280 watts, et même plus, parce que des fois, on sait tous comment c'est, surtout chez Intel en overclock, dès qu'il tapait des grosses pointes au-dessus des 280 watts, et bah d'un coup, bam, l'overclocking, et bah, il était plus stable et ça faisait planter le PC parce que le water cooling était plus capable de refroidir comme il faut. Et parce que pour lui, le liquide était froid, donc il montait pas la vitesse des ventilateurs, mais dessous le pros, il avait besoin d'envoyer le pros dessous, il avait besoin que ça refroidisse plus que ça, quoi. C'est le petit défaut de ce système, mais sinon, je trouve que le logiciel est plutôt intuitif. Et je pense que si vous l'explorez de fond en comble, vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.